Bonjour à tous, on est de retour sur le plateau du Forum des Accessibles pour cette deuxième édition et cette deuxième table ronde de la journée. Aujourd'hui, on parle du parcours d'inclusion pour les enfants en situation de handicap. Et avec moi, 6 invités. On va commencer par vous, Laura Cobigo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante spécialisée, présidente et fondatrice de l'association des Carrés d'Anderon. Tout à fait. À côté de vous, Anaïs Berlingin. Berlingène, presque. Berlingène, coordinatrice du centre de ressources et d'appui Scopoli. Vous êtes également du coup auprès de l'association des Carrés d'Anderon. Oui, Tout à fait, merci. tout à fait, on est bon pour l'instant. À côté de vous, c'est Johanna Blanchet. Vous êtes un peu notre témoin, maman. Et du coup, on retrouvera l'assistante maternelle qui s'occupe de votre petite fille, Emma. Tout à fait, exactement. Gwenaëlle Leroux de l'association BA2I. Bonjour également à vous. Bonjour. Emmanuel, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec du coup Laura Daillot, vous êtes de Loisirs Pluriels, l'association. Tout à fait. Ensemble, on va aborder les questions de l'inclusion des enfants en situation de handicap, des enfants mais des adolescents, à la fois dès le début, quand il faut une assistante maternelle, quand il faut les accompagner, les accueillir en dehors de quand ils sont avec vous, les parents. On va parler d'eux à l'école, on va parler d'eux également dans la vie sociale finalement de tous les jours, dans les activités périscolaires, dans tout ce qui touche en fait la vie d'un enfant et d'un ado. Vous êtes des associations, des organismes qui accueillent tout ça. On va essayer de comprendre déjà ensemble dans quelle mesure et qui fait quoi exactement. On va commencer avec vous, Loisirs Pluriels. Vous, c'est l'accès aux loisirs pour tous. Voilà. On est un centre qui est créé depuis 2012 sur la commune de Quévin. On accueille des enfants valides et non valides de 3 à 13 ans. Voilà. Et Gwenaëlle Leroux, vous concernant, c'est plutôt ce qui va entourer, ce qui va faciliter un peu l'accès à différents organismes et à différentes solutions de garde d'enfants et tout ça. Vous allez accompagner les parents? Alors nous, on va accompagner les parents, mais essentiellement pour des accueils chez les assistantes maternelles. Et du coup, ça fait des accueils de la naissance jusqu'à 17 ans évolus, parce qu'une assistante maternelle peut accueillir jusqu'à 17 ans évolus. D'accord. Johanna Blanchet, vous faites appel justement vous à une partie de ces services pour accueillir votre petite Emma. Oui, ma fille Emma a 7 ans, elle est polyhandicapée. Donc elle est accueillie chez Corinne, qui est une assistante maternelle qui est du réseau BA2I. Et elle est aussi scolarisée au Centre des Possibles, dont Laura et Anaïs font partie. Alors Laura, justement, on parle de cette association des Carrés d'Anderon. Laura Cobigo, pourquoi cette association finalement? Alors nous, l'association des Carrés d'Anderon, elle a été créée en 2019 pour militer et œuvrer en faveur du respect du droit à la scolarisation des enfants et adolescents polyhandicapés en France. Il faut savoir qu'en France, le taux de déscolarisation dans le polyhandicap est à plus de 80%. Et qu'on considère qu'un enfant en situation de polyhandicap est scolarisé quand il bénéficie de 15 minutes par semaine de temps de présence d'un enseignant. Donc ça veut dire qu'en France, il y a encore 80% du public jeune polyhandicapé qui n'a pas accès à un temps d'apprentissage décent. Donc nous, pour militer et travailler sur cette question-là et œuvrer pour faire améliorer ce triste constat, on travaille avec les services publics, on travaille avec les ministères pour accompagner une évolution certaine. Et puis on met en place aussi différents projets comme le Centre des Possibles, qui est une unité d'application et une unité d'enseignement spécialisée dans le polyhandicap qui accueille des enfants au quotidien. Et un centre ressources, le centre ressources Scopoli, qui permet de mettre à disposition de la ressource et de l'appui. Pourquoi vous êtes la fondatrice, vous, de cette association? Comment? Pourquoi vous êtes la fondatrice de cette association? Alors je suis enseignante spécialisée et maman d'un jeune Malo qui a maintenant 12 ans et qui souffre de polyhandicap. Et vous êtes dit, faut que ça change, du coup. On a évalué et observé un petit peu ce qui allait être l'horizon, en tout cas, de propositions faites en termes d'accompagnement pour notre fils. Et on a pu constater que ça allait être pas à la hauteur, en tout cas, de nos exigences. Donc nous avons réuni l'ensemble de nos recherches et de nos partenariats pour innover et créer quelque chose qui n'existait pas ailleurs. Alors Anaïs, du coup, vous êtes dans cette association, vous êtes dans Scopoli, la coordinatrice de Scopoli. On y fait quoi très concrètement? Comment ça fonctionne? Maintenant qu'on a posé la base, comment on applique tous ces dossiers? Scopoli, ça permet d'utiliser ce qui est créé au sein du Centre des Possibles et de le diffuser dans toute la France, voire même dans toute la francophonie. L'intérêt, c'est vraiment de tester des choses avec les enfants au sein de notre unité d'application et puis derrière de les diffuser. Donc on a différents services pour ça.
On a une polyludothèque, une ludothèque adaptée au polyhandicap, qui comprend à peu près 400 jeux et activités pédagogiques. On a un peu le pendant numérique de cette polyludothèque qu'on appelle, nous, les mallettes polypédagogiques, qui sont des mallettes disponibles sur notre site internet, téléchargeables, qui permettent de créer des activités en imprimant, découpant, plastifiant les éléments que nous, on met à disposition. Donc ça, on en a une centaine sur notre site. On a un laboratoire d'impression 3D, estampillé Réhablab, qui fait partie de la communauté Réhablab parmi une cinquantaine de labos dans le monde. Et ce laboratoire nous permet d'imprimer, de modéliser et d'imprimer des aides techniques adaptées aux besoins des enfants qu'on accompagne. Nos fichiers sont aussi en libre téléchargement sur notre site internet, de manière à ce que chacun puisse les récupérer et les imprimer dans n'importe quel Fab Lab. On réalise aussi des missions d'appui. Donc on intervient côté adulte dans des centres de formation. Côté enfant, il y a 2 volets. On va intervenir dans les écoles pour sensibiliser les enfants, leur expliquer comment on va accueillir un copain avec un polyhandicap, comment on va communiquer avec lui. Et puis on intervient aussi dans les écoles pour accompagner les équipes pédagogiques. L'idée, c'est que le vivre ensemble d'un enfant se fait en grande partie à l'école. Aller à l'école, c'est aussi rencontrer d'autres enfants qui n'ont pas les mêmes difficultés motrices, cognitives, relationnelles et sensorielles. Donc c'est très intéressant pour l'enfant et c'est ce qui va lui donner aussi sa place et lui permettre de poursuivre son évolution. Donc on va militer pour l'inclusion et on va accompagner l'équipe pédagogique pour faire perdurer cette inclusion le plus longtemps possible et lever les barrières. Alors l'inclusion, justement, on va en parler, c'est un dossier qui vous tient tout à cœur. Mais si je comprends bien, du coup, au sein de Scopoli et de l'association, vous êtes finalement un gros labo qui expérimentait, mettait en place et derrière diffusait pour que d'autres le fassent de la même manière que vous, avec vos outils. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est exactement ça. On sert d'unité d'expérimentation, de lieu d'incubation pédagogique, aussi bien sur des typologies de méthodologies pédagogiques, de support. On teste aussi des choses qui existent et en fait, les conclusions qu'on a par rapport aux différents profils de nos élèves nous permettent de faire ressortir un constat, appuyé aussi par la recherche, et nous aide en tout cas à faire évoluer et améliorer les conditions de mise en œuvre des différents projets de scolarisation, qu'ils soient en inclusion scolaire ou dans les établissements médico-sociaux. Alors on va parler aussi de ceux qui vous accompagnent, de ceux qui sont vos partenaires, de la difficulté aussi que vous avez parfois à pérenniser vos soutiens pour que ça fonctionne, parce qu'on imagine que c'est quand même un sacré combat de mener et de faire vivre ce genre d'école, ce genre de structure. C'est pas simple. Oui, alors nous, on a la chance d'avoir pu rapidement faire valoir en tout cas notre expertise et avoir une reconnaissance assez rapide finalement, puisqu'au final, le Centre des Possibles a été créé en 2021 et dès septembre 2022, il était reconnu comme unité d'enseignement polyhandicap reconnue par l'Éducation nationale et l'ARS. Donc on a pu aussi, voilà, l'ouverture sous fonds privés nous a permis véritablement de montrer que ces enfants avaient été en capacité totale d'apprendre et de progresser dès lors où on aménage et on adapte l'environnement et les propositions qui leur sont faites. Et puis pareil, le centre ressources, il existe maintenant depuis bientôt 3 ans et on a un accompagnement des politiques publiques sur une partie de notre budget de fonctionnement. D'accord. Johanna, Emma, elle est accompagnée par quelle structure? Elle est encore un peu jeune pour aller à l'école, je crois. Non, elle a 7 ans. Elle a 7 ans, pardon. Oui. Ok, j'étais restée sur quelques mois, moi. Mais non, oui, elle a 7 ans. Donc en fait, elle peut aller à l'école. Du coup, elle va au centre des possibles 3 jours par semaine depuis le début. Voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, elle est gardée 1 à 2 jours par semaine par Corinne, qui est donc son assistante maternelle et qui fait partie du réseau BA2I. Donc que vous avez trouvé par le biais du réseau de Gwenaëlle. Oui, enfin au début Corinne n'était pas du réseau BA2I, c'est après quand elle a accompagné, enfin qu'elle a eu Emma à accompagner, qu'elle s'est tournée vers le réseau BA2I pour avoir du soutien et de l'aide et des informations, voilà, pour aider au mieux Emma voilà, dans sa vie. Alors ça, on va l'expliquer aussi, justement. C'est le rôle du BA2I de dire, attendez, c'est pas si compliqué que ça. Et on peut vous accompagner pour accueillir tous les enfants. Oui, du coup, BA2I, pareil, a été créé en 2014 avec des parents et des assistantes maternelles, parce que le constat avait été fait qu'il y avait d'un côté des professionnels qui avaient l'envie d'accueillir, mais qui n'osaient pas franchir le pas parce qu'elles étaient un peu isolées. Ouais. Et de l'autre côté, il y avait effectivement des parents qui avaient aussi l'envie de faire accueillir leurs enfants
et qui ne trouvaient pas forcément de solution, c'était pas si simple. Du coup, voilà, on a créé l'association et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on était tombé au bon endroit parce que elle a grossi très très rapidement. On était même surpris. Et du coup, aujourd'hui, depuis 2018, BA2I fait partie d'un collectif de 4 associations qui s'appelle le Pôle Ressources Handicap 56, qui a pour mission d'accompagner les familles d'enfants en situation de handicap sur l'ensemble du Morbihan, de 0 à 18 ans, peu importe le lieu d'accueil ordinaire. Voilà. Donc c'est vrai que l'inclusion, c'est une fois mise en place, on se rend compte, et c'est les retours qu'on a des professionnels, que c'est extrêmement riche. Les professionnels se sentent valorisés, ont l'impression d'être beaucoup plus en accord avec le métier qu'elles avaient envisagé à la base, qu'elles avaient un peu perdu de vue. Et puis, surtout, elles prennent conscience de la richesse que c'est pour les autres enfants accueillis, pour les familles aussi. Ça crée un petit groupe et puis et du coup on se rend compte que les enfants entre eux n'ont pas cette vision de la différence, ou du moins pas comme nous on peut l'avoir en tant qu'adulte. C'est beaucoup plus simple et on apprend nous en tant qu'adultes et professionnels énormément aussi en regardant les enfants faire, parce qu'ils sont parfois les meilleurs psychomotriciens du monde. Et ils arrivent à faire des choses à leurs copains que nous, on peut mettre parfois plusieurs semaines avant de réussir à les faire. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans l'inclusion dès la petite enfance, c'est que les regards vont s'ouvrir et du coup les barrières vont tomber. Et en grandissant, ces enfants-là vont construire certainement un monde inclusif beaucoup plus intéressant et ouvert que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Vous faites la transition parfaite, c'est que c'est vraiment tout l'objet de vos associations, c'est de favoriser l'inclusion, et dès le début, parce qu'en fait c'est ça la solution, en fait, c'est l'inclusion et la mixité. Laura. Oui, alors l'inclusion, c'est tout de même l'essence même d'une société qui va pouvoir se créer dans les meilleures conditions. On est quand même sur la volonté de faire en sorte que toute personne puisse vivre dans cette société ou participer pleinement à l'élaboration de cette société. Et donc, ça doit se construire le plus tôt possible. On doit réussir à faire en sorte que la société puisse accueillir, identifier toutes les différences, mettre en valeur l'ensemble des individualités de chacun pour permettre de mieux vivre ensemble. Agnès en parlait tout à l'heure, mais c'est ça, ce véritable projet. Pour ça, l'inclusion, elle a besoin inévitablement qu'on puisse passer par une accessibilité universelle, une accessibilité totale, et donc l'identification des besoins liés aux individualités, une identification des champs de compensation, des champs d'adaptation que les enfants situation de polyhandicap vont avoir besoin. Et ça nécessite aussi une mobilisation de moyens. Et on voit bien que l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de la loi de 2005, qu'on a eu une grande avancée par rapport à cette notion d'inclusion dans tous les domaines, que ce soit du loisir, de l'accueil, du scolaire, au niveau professionnel, au niveau des accessibilités aussi en milieu urbain, entre autres, mais qu'il y a encore un déficit criant concernant la mobilisation des moyens humains, des moyens matériels, des moyens de formation, et aussi même dans nos démarches administratives. La moindre petite chose est un parcours. Donc on a encore beaucoup à faire. Ça faisait partie aussi des dossiers qui vous tenaient à cœur d'aborder, c'est de se dire qu'il va falloir à un moment donné nous simplifier la vie au niveau administratif, parce que vous ne pouvez pas et vous battre sur les dossiers de l'inclusion et sur le faire très concret, et en même temps passer votre vie à monter des dossiers qui parfois font remonter tous les ans, qui parfois on n'est pas sûr que ce soit renouvelé, qui parfois se perdent. Ah mais c'est une vraie problématique. C'est du quotidien. Chaque petite démarche, Johanna pourra le confirmer, parce qu'on est toutes les deux aidantes, la moindre petite chose va être à organiser, planifier, anticiper, et malgré de solides arguments, on arrivera encore à nous trouver un petit bâton à aller à nous placer dans les roues. Sinon, c'est pas drôle. Anaïs, quels sont vos leviers justement très concrètement pour favoriser cette inclusion? Vous en avez évoqué quelques-uns, très techniques. Comment on fait du coup? Nous, au sein du Centre Ressources, on ne va pas pouvoir agir sur tous les plans, mais en tout cas, on va essayer d'agir sur la formation des professionnels. Quand je dis professionnels, c'est les professionnels du médico-social, les professionnels de l'enseignement, enseignants, AESH, des libéraux aussi, on en voit.
Et puis la formation des familles, puisque au quotidien, c'est eux aussi qui accompagnent leurs enfants. Donc nous, on va proposer des stages dans l'unité d'enseignement, puis des temps d'échange avec le centre ressources pour savoir où trouver les ressources, où aller les chercher, à quelle porte taper, etc. Et puis la mise en place de formation, l'intervention auprès des professionnels en formation, de manière à ce que ces notions soient mises en tête dès le début de leur vie professionnelle. Que ce soit intégré. Et puis Laura. nous, au Centre des Possibles, alors c'est une unité qui est c'est dans son propre local. On n'est pas purement inclusif sur la partie Centre des Possibles. Pour autant, l'objectif du projet est véritablement de servir de base de travail pour la mise en œuvre de différentes unités d'enseignement externalisées qui, elles, ont des textes officiels, des circulaires qui sont édités par les ministères et qui ont vocation à voir se multiplier dans un maximum d'établissements scolaires et gérés en lien avec des partenariats avec le médico-social. Donc nous, notre objectif, c'est justement de pouvoir servir de base de construction pour le déploiement de ces unités inclusives. Et nous, par rapport à nos élèves, dont Emma fait partie, c'est justement de pouvoir travailler avec nos élèves le développement de leur plein potentiel dans un environnement totalement adapté, que ce soit par rapport aux propositions ou au local, et ensuite de travailler avec eux leurs compétences socles qui vont pouvoir transférer dans la vie de tous les jours et transférer aussi à l'école. Donc ça participe à l'amélioration du projet d'inclusion scolaire des enfants qui ont une scolarisation qui peut être partagée. Au sein du centre ressources, notre travail, ça va être de justement travailler avec les enseignants qui vont accueillir ces enfants dans l'avenir et de les amener à avoir tout un tas de propositions qui vont être adaptées à ces enfants. Le centre ressources aujourd'hui, il est à visée nationale, on a des demandes qui viennent de partout. On voit bien que nos outils sont téléchargés de partout en France et dans les pays francophones. L'idée, ce serait peut-être dans l'avenir que on est des, je trouve pas le mot, on est des équipes relais. Voilà, des équipes relais, des antennes qui puissent permettre de former des professionnels partout localement et qui permettent que dans toutes les écoles on puisse accueillir ces enfants avec des outils et des ressources qui leur correspondent. Donc on comprend bien du coup la valeur de l'inclusion du coup au niveau de l'école, ça commence bien avant du coup directement auprès des ASMAT. Vous l'aviez évoqué, Gwenaëlle Leroux, vous l'idée c'est de former des assistantes maternelles, de leur donner les clés pour lever un peu les freins aussi, leur dire attendez on va pas paniquer, et il y a des cases et c'est facile c'est facile, en tout cas vous avez des solutions pour les aider et rendre la chose plus facile, plutôt que se dire on va aller voir des gens ultra spécialisés et rester dans notre petit vase clos. Le but c'est ça, c'est de se dire que nous on a essentiellement, même si l'ASMAT c'est 0,17, on a essentiellement des tout petits. Quand même, faut être honnête, et du coup mettre en avant les compétences de l'assistante maternelle, parce que s'occuper d'un bébé de moins de 6 mois, même s'il a un handicap ou une maladie chronique, déjà elles ont tous les savoirs pour s'occuper d'un bébé. Oui. Et c'est ça, il faut vraiment faire une différence entre le petit être qu'on va accueillir, l'enfant, et effectivement ses besoins spécifiques et sa pathologie. Donc nous on s'est dit, elles ont les compétences pour s'occuper de l'enfant, maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir leur amener pour pouvoir répondre à leurs besoins, faire tomber les barrières et les craintes par rapport aux besoins spécifiques de cet enfant-là. Donc on s'appuie nous beaucoup justement parce qu'à la base dans l'équipe de BA2I on est 3 mais aucune de nous n'est du médico-social ni du milieu du médical, donc on s'appuie forcément aussi sur les compétences du milieu médico-social ou des centres comme Scopoli et on construit nous aussi des mallettes pédagogiques et avec du matériel du matériel parfois un peu plus gros comme différents types de lits, différents types d'assises. On n'est pas du tout dans la rééducation, hein, je le dis bien, mais on est dans pouvoir amener du matériel pour faire en sorte de recréer le groupe autour et avec l'enfant en situation de handicap. C'est-à-dire que quand les enfants sont pas marcheurs, qui jouent au sol, assis, on trouve dommage que l'enfant en situation de handicap soit dans les bras de son assistante maternelle assise parce que ça crée une distance, soit dans une chaise haute parce que voilà, on crée aussi une distance, soit allongé par terre parce qu'il n'a pas la capacité d'être assis. Donc nous, on a travaillé, on a vu ça avec des ergothérapeutes et on a trouvé un siège suffisamment adapté pour pouvoir permettre à un enfant d'être confortablement assis en sécurité, à même le sol, pour pouvoir recréer le groupe et jouer avec les copains. Et ce siège-là, je sais qu'Emma l'a pas mal utilisé, notamment pour des temps de sortie en poussette, parce qu'il est adaptable aussi pour mettre dans n'importe quelle poussette ordinaire. Et du coup,
On a entendu notamment de Corinne la petite réflexion, je sortais plus en promenade avec ma poussette parce que je trouvais qu'Emma n'était pas suffisamment bien installée. Avec le siège, je peux me permettre de ressortir en promenade avec tous les enfants que j'accueille et du coup, c'est un réel bénéfice pour tout le monde en fait. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait. On va accompagner aussi la mise en place de l'accueil chez l'assistante maternelle. Donc ça se passe avec une référente famille, c'est ça? Avec une référente famille et avec une référente aussi professionnelle. On va prêter du matériel, on va permettre aussi de faire du lien si l'enfant est accompagné par un service médico-social, faire que l'assistante maternelle puisse rencontrer les professionnels du service médico-social avec l'autorisation des parents. On va aussi essayer de travailler la question, notamment avec nos partenaires financiers, du soin quand il y a un médicament à donner. Effectivement, si on accueille un enfant qui fait des crises d'épilepsie, faut donner un traitement. Une assistante maternelle à la base n'a pas le droit de le faire, mais du coup c'est une question qui se travaille parce qu'entre le pas le droit et l'obligation de le faire si l'enfant fait une crise à la maison, il faut bien trouver une solution. Donc on va travailler aussi sur cette dimension-là. Tout ça pour faire en sorte que l'assistante maternelle se sente en sécurité dans cet accueil spécifique qu'elle va mener, n'ait pas peur de se faire taper sur les doigts si elle utilise du matériel un peu spécifique. Et puis du coup donner des clés et valoriser et voilà, nous c'est vraiment l'enfant et la famille à la base, c'est-à-dire que ce qui nous a motivés au début c'est pourquoi est-ce qu'un bébé de 9 mois serait exclu d'un lieu d'accueil parce qu'il a un besoin spécifique, et pourquoi est-ce qu'une maman ou un papa serait obligé d'arrêter son travail parce qu'il ne trouve pas à la base une solution d'accueil pour son enfant. Donc voilà, c'est ça qui... Donc pour ça, il faut valoriser les pros. Vous m'aviez dit également, nous, on se fiche un peu du handicap de l'enfant. Nous, ce qui va compter, c'est comment on peut accompagner, comment on peut créer un cadre qui est vraiment, pour le coup, adapté à ce que nécessite l'enfant. Et peu importe, finalement, le volet un peu médical. Oui, parce qu'on n'est pas du milieu médical, nous. Donc, effectivement, si on me donne le nom exact de la pathologie de l'enfant... ça ne va pas forcément m'apporter toutes les informations dont je vais avoir besoin. Moi, ce qui va me servir, c'est de savoir quelles sont les compétences de l'enfant. Il en est où par rapport à son âge, de son évolution? Il en est où au niveau de la marche? Est-ce que l'alimentation, c'est facile, c'est pas facile? Est-ce que le sommeil, c'est quelque chose qui se passe bien ou pas? Et moi, c'est plutôt ça qui va m'amener des clés et des informations qui vont nous permettre après en équipe de dire on va aller proposer tel et tel matériel, tel et tel outil, parce que l'enfant il en est là en fait dans son développement et dans ses compétences. Donc oui, effectivement, peu importe à la limite le nom de la maladie et peu importe aussi son âge, il faut vraiment s'attacher à ce que l'enfant est en capacité de faire au moment où il est en accueil. On a des professionnels comme Corinne qui nous ont sollicité beaucoup au début, qui après nous sollicitent plus parce que du coup c'est génial, elles sont en confiance. Et l'enfant grandissant, à un moment donné, d'autres difficultés vont apparaître, d'autres questions. Et là, elle nous ressollicite beaucoup plus parce qu'il y a un changement, il y a une étape qui s'est franchie au niveau du développement de l'enfant. Et du coup, il y a d'autres besoins qui apparaissent à ce moment-là. Corinne, c'est l'assistante maternelle d'Emma. Voilà. On la retrouvera tout à l'heure en vidéo. Donc vous le dites, en fait, c'est déjà galère de trouver une assistante maternelle pour un enfant ordinaire. Ça l'est encore plus, j'imagine, quand l'enfant il a une situation de handicap. Oui. Votre rôle, du coup, apporter un peu d'huile dans les rouages de tout ça? Alors, apporter un peu d'huile. Aujourd'hui, l'association et le dispositif, il est présenté aussi au niveau de la formation initiale des assistantes maternelles. C'est vrai qu'on a un petit peu le regret de ne pas pouvoir intervenir, nous, directement sur cette formation initiale. On est aussi sur des sensibilisations des pros. On travaille beaucoup avec les acteurs locaux comme les relais petite enfance, les services de PMI, pour diffuser aussi l'information. Et c'est de replacer aussi ce couple parent-asthmate au centre en fait, des préoccupations de tous les professionnels qui vont graviter un petit peu autour d'eux. C'est compliqué, je pense, aujourd'hui pour un parent parce qu'on le disait tout à l'heure, l'administratif est compliqué, savoir à qui s'adresser, ça peut être compliqué. Pour une assistante maternelle aussi, en fait, jusqu'à ce que l'association existe, son seul référent, c'était son parent employeur. Mais comme je viens de le dire, c'est un parent employeur, donc il y a certaines choses, quand on voit arriver le soir parfois son parent
exténué, fatigué, on n'a peut-être pas envie de lui ramener une couche sur un problème de formation ou sur une difficulté qu'on a pu ressentir. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de faire du lien et de permettre aux asthmates de trouver les clés et d'ouvrir des portes aussi parfois d'elles-mêmes pour trouver des solutions, ce qui n'empêche pas la communication permanente avec son parent, mais ça soulage aussi, je pense, le parent, et ça lui permet peut-être, je ne sais pas dire, mais de retrouver son rôle de parent, on en parlera, et pas de parent soignant ou parent éducateur, quoi. De remettre la place du parent, peut-être, de remettre un peu de naïveté dans la place du parent et de le sortir d'un cadre administratif, d'un cadre parfois juste personnel de soins. En fait, c'est pas votre rôle, quoi. Comme n'importe quel parent, en fait, quoi. À la base, c'est ça. Et c'est vrai que nous, si on n'avait pas trouvé Corinne et qu'elle avait refusé de prendre en charge Emma, j'aurais été obligée de travailler, en fait. Et ça, on parle de l'inclusion des enfants, du coup, mais l'inclusion des parents et le travail et la vie sociale, c'est hyper important aussi. Du coup, voilà. Du coup, votre job, Gwenaëlle, c'est d'accompagner, de rassurer et d'apporter des solutions. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez, de pouvoir faire ça avec toutes les asthmates. Oui, auprès des assistantes maternelles, parce que je trouve que c'est un métier qui se prête totalement à l'accueil des enfants avec des besoins spécifiques, parce que c'est une toute petite collectivité. Au maximum, elles sont agréées pour 4 enfants. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a la possibilité d'adapter beaucoup plus les activités, les jeux, l'environnement. Quand chez une assistante maternelle, si on accueille un enfant vraiment avec une hypersensibilité visuelle, on ne va pas avoir de difficulté à éteindre les plafonniers et à mettre des lumières indirectes. Parce que c'est tout petit et on a cette possibilité-là. Maintenant, effectivement, la difficulté, c'est de faire accepter ces petits changements, ces petites modifications quand on a affaire à des services référents qui, aujourd'hui, tout est très cadré, tout est très hiérarchisé, il y a beaucoup de réglementation et on s'attache beaucoup plus à la réglementation qu'au reste. Parfois, c'est bien. Mais du coup, on avait beaucoup trop d'assistantes maternelles avant que BA2I existe qui n'osaient pas mettre de choses en place parce qu'elles avaient peur des retours de ces institutions. Et nous, on va fluidifier aussi ces démarches-là pour qu'elles n'aient plus peur de mettre en place, quoi. Laura, Emmanuel, je vous vois acquiescer car vous aussi, mettre de l'huile dans les rouages, finalement, ça vous parle. C'est un peu le cœur de... Oui, après nous, l'inclusion, alors je rejoins tout à fait sur le petit groupe. Nous, à Loisirs Pluriel, on a des tout petits groupes d'une vingtaine d'enfants. Et c'est ça aussi qui est vecteur, qui nous aide vraiment à faciliter l'inclusion, à avoir vraiment la parité, enfants en situation de handicap ou non. Et le fait d'avoir un petit groupe, ça nous permet vraiment d'adapter les activités au plus près de chaque enfant. Je rejoins aussi sur la formation. Nous, sans formation, il n'y aurait pas de projet Loisirs Pluriel, clairement. Et voilà, on met beaucoup de moyens, grâce à nos financeurs aussi, pour former tous nos animateurs. Parce qu'en fait, nous, les animateurs qu'on embauche à Loisirs Pluriel, c'est des animateurs BAFA ou pas. En fait, on dit souvent, notre premier critère, c'est la motivation. C'est souvent des jeunes qui ont envie de rentrer en école, travail social par exemple. Ils veulent venir faire un peu d'expérience chez nous. On dit, oui, ok, si tu es motivé, on va te former, on va t'accompagner. Et c'est vraiment ça notre premier critère. Et après, on va le former. Il y a plusieurs années de formation. Ça me fait écho aussi sur l'épilepsie. On a beaucoup d'enfants, nous, avec des protocoles de santé. Par exemple, l'épilepsie, par exemple, la gastrostomie, ou parfois, c'est des protocoles assez lourds qui peuvent être un frein en accueil de loisirs. Et du coup, nous, on travaille avec le CHU de Rennes, par exemple, pour nous former en fait à l'administration de tel ou tel médicament. Et on s'appuie aussi beaucoup sur les professionnels médicaux du territoire qui vont venir pour des soins plus infirmiers, pour pas qu'un trouble de la santé soit un frein à l'accueil d'un enfant, et pour que on puisse accueillir les enfants, que les familles puissent continuer leur activité professionnelle si elles le souhaitent, et avoir des temps de répit aussi, parce que souvent elles en ont quand même beaucoup besoin. Je voulais compléter. Oui, je vais rebondir sur justement ce moment de répit pour nous parents, parce que moi aussi, je suis maman d'une petite fille polyhandicapée de 9 ans, et je le dis, je le répète, si on n'avait pas ce moment-là pour nos parents, ça serait encore plus compliqué. C'est un moment où on laisse nos enfants, on fait confiance à l'équipe d'animation, on se dit, ouf, on va pouvoir respirer. Vous soufflez. On souffle, voilà. Avec toujours un objectif primordial, préserver la mixité. Vous, c'est vraiment votre leitmotiv. C'est le but, et cette année, on a plutôt pas mal réussi.
Donc on est content. Ouais, c'est vrai qu'on est identifié sur le territoire de Lorient Agglomération comme un accueil de loisirs, notamment pour des enfants en situation de handicap. Et voilà, on a beaucoup de demandes pour des enfants en situation de handicap, mais voilà, on le répète, on est aussi un accueil de loisirs pour tous les enfants, quels que soient les besoins spécifiques, et c'est ça la force du projet loisirs pluriel. S'il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de projet loisirs pluriel. Et donc voilà, on voit vraiment tout l'intérêt dès le plus jeune âge d'être ensemble en fait. Ça permet aux enfants qui n'ont pas de handicap, on se rend compte que très souvent ils ne se rendent pas compte des différences. Au tout début, en tout cas, si on n'est pas sur un handicap moteur, ils peuvent dire que voilà, ils n'ont pas l'impression que leurs copains à côté ils sont en situation de handicap, et ça c'est pas un problème. Et du coup c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'animateurs pour vraiment accompagner l'ensemble des enfants, et notamment les enfants sans handicap, à répondre à leurs questions, parce que souvent ils peuvent être inquiets, ils peuvent poser des questions, mais c'est tout à fait normal, et nous adultes on va venir rassurer, on va venir expliquer pourquoi le copain il mange de telle manière, pourquoi le copain il marche à quatre pattes alors qu'il est grand. Enfin, voilà, on va venir expliquer tout ça pour que les enfants puissent avoir moins de préjugés et pouvoir jouer ensemble tout simplement. Handicap ou pas, en fait, c'est bénéfique pour tous les gamins, cette histoire. Tout à fait. Enfin, là, c'est quelque chose qu'on partage entre nous, mais ça fait grandir c'est voilà, pour tous les enfants, pour tous les professionnels aussi. Enfin, nous, tous les animateurs qui passent par Loisirs Pluriel, on se dit qu'après, ils vont aussi travailler dans d'autres structures avec cette vigilance-là, de se dire, voilà, tout enfant, tout adulte en situation de handicap ou non peut vivre comme tout à chacun dans tous les espaces de la cité, et ça, c'est hyper important. Une phrase qui va dans ce sens-là et que vous aviez dit, qui m'avait marqué, c'est que vous avez monté l'école pour croire en le potentiel de chaque enfant, en fait. Parce qu'on avait un peu oublié ça. Oui, alors nous, on a deux leitmotivs, que ce soit au centre ressources ou au centre des possibles. Ça va être la présomption de potentiel et la présomption de compétence. Donc la présomption de potentiel, c'est le fait de pouvoir croire au développement d'une compétence ou d'une capacité ou d'un savoir ou autre, de se dire que c'est possible. En tout cas, ce n'est pas impossible. Tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas. Tant que l'enfant ne nous montre pas par lui-même que ce n'est pas impossible. Donc c'est à nous de faire en sorte de pouvoir adapter l'ensemble de nos propositions pour lui permettre de travailler ces compétences-là, et donc de le laisser être le seul juge, et pas d'avoir un déterminisme d'incapacité. Et l'autre, c'est la présomption de compétence. Et la présomption de compétence, c'est qu'on se dit que l'enfant lui-même, il a certainement des compétences déjà acquises, mais c'est à cause de ces différents défis du quotidien, ces différents handicaps, qu'il est dans l'incapacité de montrer que ces compétences-là, il les a déjà en lui. Donc, encore une fois, c'est à nous d'adapter et de rendre accessible l'environnement et les apprentissages pour lui permettre de dévoiler et de pouvoir se dévoiler en tout cas. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est les enfants qui sont d'ailleurs les meilleurs psychomotriciens entre eux, puisque pour le coup, nous, on voit ça avec nos jugements de valeur et nos jugements préétablis, mais eux, en fait, ils se font faire n'importe quoi entre eux, quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'en plus, dans le polyhandicap, il y a quand même ce frein premier de ce que l'enfant va pouvoir projeter comme image de lui-même, avec des défis très très lourds. Et donc avec tout de suite des freins très importants, surtout que les adultes se mettent. Ouais. Et comme Laura le disait, hein, très certainement, dans les écoles, en tout cas, il y a plein d'enfants qui passent de manière beaucoup plus facile ce mur de freins et ce mur de distance, d'incompréhension, de peur. Ils y vont, ils ne se posent pas de questions. Et ça fait des formidables partenaires, en tout cas aussi, d'apprentissage. C'est eux qu'il faudra embaucher, c'est ça, pour la suite. Vraiment. À Loisirs Pluriel, je confirme, on a des enfants, des anciens enfants Loisirs Pluriel qui sont devenus animateurs aujourd'hui. Ah, c'est trop bien. On commence à avoir là une génération et c'est super parce qu'on se rend compte qu'ils ont acquis beaucoup de compétences en tant qu'enfants et qui servent aujourd'hui pour le bien-être de chacun. Et j'en parlais juste, je profite de votre intervention pour dire qu'on parlait tout à l'heure du bassin de vie morbihanais, mais pour le coup, vous, c'est plus large, c'est un bassin de vie vraiment autour de Lorient, donc il y a le Sud Finistère qui vient vous voir, parce que pour le coup, il y a parfois des manques de dispositifs d'accueil comme le vôtre, donc tout le monde vient vous voir plus largement que juste Lorient et son agglo, quoi. Là, oui. Vraiment de loin, autant de Finistère que Morbihan, et ouais. Après, on s'appuie beaucoup sur le PRH aussi du Morbihan pour essayer de trouver des solutions plus proches du domicile des familles. Ouais. L'idée, en fait, c'est pas que la famille fasse une heure. Enfin, des fois, on a des familles qui font 1 heure de route pour venir à Loisirs Pluriel pour avoir du répit. Ça peut questionner pour maintenir leur travail. Donc, du coup, on s'appuie vraiment sur le pôle ressources, sur les centres de loisirs ordinaires pour essayer de trouver une solution en milieu ordinaire. Et si, du coup, il y a un accueil à Loisirs Pluriel, on essaie de trouver des solutions pour la question du transport, etc. Mais
en effet, ça peut venir d'assez loin. L'idée, c'est de faire des petits, que ça soit développé un peu partout et plus facilement. Johanna, du coup, votre fille, elle est à l'école. Et quel retour d'expérience vous avez à nous partager? Ah bah c'est trop bien. Voilà, merci. Voilà. Non. Est-ce qu'elle a progressé? Est-ce que voilà? Oui, en fait, comme disait Laura, la présomption de. Enfin, je sais plus trop compétence et je sais plus l'autre. Oui, c'était une phrase trop bien faite pour qu'on puisse la répéter. Mais c'est vrai que moi j'ai vu, parce que des fois j'accompagne Emma et j'ai vu des choses qu'elle m'a montrées que je pensais pas qu'elle savait en fait. Ok. Sur des connaissances ou avec leur système de communication, tous les outils adaptés qu'ils ont. Moi, à la maison, maintenant, si, on est un peu plus équipés, mais au départ, on n'avait pas tout ça et je pensais pas qu'elle savait ça, en fait, quoi. Et puis, vous le disiez aussi tout à l'heure, vous êtes un parent, Oui. une parent, vous êtes dans un tunnel et pour le coup, ça fait du bien aussi d'avoir un regard extérieur et que d'autres laissent faire l'enfant, finalement, sur des choses que vous n'auriez pas forcément laissé faire parce que regard un peu flippé du parent, quoi. Oui, oui, tout à fait, ouais. Après, au centre, ça se passe super bien. Ils ont un accompagnement presque par enfant. Moi, des fois, je viens pour renforcer ou pour voir. J'aime bien aussi voir ce qu'Emma elle fait et ce qu'elle a appris de nouveau, même si on a le compte rendu tous les soirs de ce qu'ils ont fait, etc. Mais j'aime bien voir aussi les nouveautés et puis sur quoi ils ont travaillé parce que c'est tellement vaste et des fois on se dit ah bah non, on fait pas ça chez nous parce que on pense que c'est pas adapté et puis en fait si. Vous mettez pas les parents à la porte. Alors Vous les laissez venir. au contraire, bien sûr, vu que moi en plus de ça, je suis la maman d'un des jeunes de l'unité. Ça serait malvenu, ouais, c'est clair. C'est même pas que c'est malvenu, c'est que le projet il s'est basé sur aussi deux choses, à savoir l'expertise des parents, c'est-à-dire que nous on a absolument besoin d'avoir le regard et tout ce que le parent peut nous transmettre sur son enfant et ça va être la base de notre travail. On a une source d'information inépuisable de connaissances de l'enfant et si on ne s'appuie pas sur ça, on perd le socle de notre champ des possibles. Et on va aussi travailler avec une relation quand même étroite parce qu'on va aussi pouvoir partager une guidance parentale. Et donc au centre des possibles, tous les parents sont invités à venir quand ils le souhaitent. Certains viennent de manière régulière, donc une demi-journée par semaine, tous les jeudis après-midi par exemple. D'autres viennent de manière ponctuelle quand ils le peuvent, sur une journée de congé. Et donc ça nous permet de faire véritablement du lien, au plus près en tout cas, dans en tout cas l'optique d'avoir ce transfert et cette continuité d'accompagnement. On parle de Corinne et d'Emma depuis tout à l'heure. Peut-être qu'on peut aller les retrouver en vidéo. C'est Scopoli qui a tourné, du coup, Anaïs? Oui, c'est ça. On est allé interviewer Corinne et puis Emma, du coup, qui était là et qui a beaucoup discuté pendant cette interview. On les a filmés dans leur quotidien et on a essayé de comprendre un peu comment ça a débuté et puis où on en est aujourd'hui. Et ben on regarde tout de suite. Quand on parle de l'inclusion des enfants en situation de handicap, on pense aux écoles et autres structures adaptées. Mais il y a aussi d'autres professionnels qui interviennent, et notamment les assistantes maternelles. Aujourd'hui, nous nous rendons chez celle de Emma, qui l'accueille maintenant depuis 7 ans. Je suis Corinne Catania, je suis assistante maternelle depuis 1993 et donc je suis l'assistante maternelle d'Emma que j'accueille avec 3 autres copains. J'ai rencontré les parents d'Emma comme tous les autres parents en tant qu'assistante maternelle. Emma n'était pas née. Je les ai rencontrés à nouveau après sa naissance, quand ils ont appris qu'elle allait être en situation de handicap, pour savoir s'ils étaient toujours d'accord pour l'accueillir. Corinne nous raconte les premiers accueils. Emma pleurait beaucoup, ne mangeait pas, ne dormait pas et avait besoin en permanence d'être dans les bras. Face à ces difficultés, elle a su trouver une oreille attentive auprès de l'association locale BA2I. Cette dernière lui a apporté de l'écoute, du soutien, des ressources et aussi du matériel pour améliorer l'accueil de Emma. Emma est une jeune fille polyhandicapée. Elle est scolarisée une partie de la semaine au Centre des Possibles, une école spécialisée polyhandicap créée par l'association Des Carrés d'Andéron sur le territoire de Lorient Agglomération.
et elle rejoint Corinne les mercredis et les jeudis. Une journée type, donc quand elle arrive le matin, je l'accueille comme les autres enfants. Et après, je demande aux copains de venir l'accueillir. Après, en fonction de comment elle va ce jour-là, je propose des activités. Alors, l'activité que je propose, c'est l'activité qu'on peut faire en commun. Donc, souvent, c'est un bac sensoriel où on est tous ensemble. Corinne propose des activités thématiques en fonction de la saison, des expériences sensorielles et des découvertes en pleine nature. Elle les adapte en fonction des capacités de Emma, mais aussi de sa fatigabilité. En 7 ans d'accueil, elle a vu la jeune fille évoluer, tant dans la perception de son environnement que dans ses interactions sociales ou encore sa communication. Mais en 7 ans, Emma a grandi et se déplacer avec elle et ses autres copains devient de plus en plus difficile au même titre que son transfert dans ses moyens de locomotion. L'accueil d'Emma, c'était ma plus belle rencontre professionnelle et personnelle. C'est une vraie leçon de vie, en fait. Et de vivre à côté d'un enfant qui se bat contre la maladie, en fait. Et puis je les remercie de m'avoir fait confiance. Parce que bon, c'est pas évident, mais c'est son enfant, déjà mais un enfant polyhandicapé, de le confier à une personne qu'on connaît peu finalement. Donc moi je les remercie. Et puis je veux dire aux professionnels de ne pas hésiter à accueillir des enfants en situation de handicap parce que c'est bon. Il est touchant un peu ce moment à domicile chez Corinne. Il a été lors du tournage aussi. J'avoue que on a on a été tous un peu prises par l'émotion ce jour-là. Et c'est vrai qu'on voit qu'elle a une passion pour ce qu'elle fait et que la rencontre avec Emma a été quelque chose d'exceptionnel qui l'a marquée. On ne le précise pas là, mais je tiens à le préciser. Corinne a fait des travaux chez elle. Elle a agrandi son logement. Ouais. Et lors de ces travaux, elle a réfléchi l'accueil d'Emma. Elle a réfléchi par où Emma allait pouvoir passer pour ne pas être en difficulté dans les années à venir. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de réfléchir sa situation personnelle en fonction de la situation de l'enfant accueilli. Et ça, on a trouvé ça vraiment magnifique. C'est une perle rare et on espère que plein d'autres vont suivre ces conseils. C'est touchant et c'est positif de se rendre compte qu'en fait, la valeur de ce que vous dites tout à l'heure, on arrête de faire l'autruche, on arrête de rester en vase clos, il prend tout son sens en fait dans ce témoignage finalement. Oui, totalement. On se rend compte qu'il y a eu des moments où Corinne elle a eu besoin d'aide, elle a trouvé l'aide nécessaire, ça lui a permis de faire perdurer cet accueil. Là aujourd'hui, Emma grandit, elle va à l'école. Ce reportage nous a permis aussi d'avoir des discussions, de se rendre compte qu'on allait continuer aussi à travailler en réseau et à faire évoluer les choses. Alors travailler en réseau c'est important, Gwenaëlle, vous êtes un peu sur ce début en tout cas d'accueil dès les centres maternels, vous êtes vraiment le fer de lance un peu de ce réseau finalement. Alors, faire de lance, c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est à vous qu'on va passer en premier. Oui, moi, ce que je trouve chouette, c'est que nous, on connaît beaucoup Corinne, forcément, parce que ça fait des années qu'on l'accompagne. On s'était jamais rencontrés ou très peu avec Johanna. Donc, ce que j'aime bien, moi, c'est faire du lien. C'est vrai qu'on a souvent saucissonné un petit peu le parcours de vie de l'enfant. Et de plus en plus, je trouve que les associations d'aujourd'hui font tomber ce saucissonnage parce qu'on se rend compte qu'on a besoin les uns des autres en fait pour accompagner les familles et pour accompagner les enfants. Et plus on fera du lien entre nous, plus ça sera fluide. Et plus aussi les professionnels se connaîtront et se reconnaîtront ensemble, plus ça sera facile d'ouvrir des portes et d'accueillir tous les enfants. Donc c'est un petit peu l'intérêt de cette table ronde aussi, c'est de voir que le collectif, pas qu'à l'échelle d'une association, mais à l'échelle d'un territoire, ça amène des belles choses. Donc oui, je vais dire le point d'ancrage de l'histoire, ça va être Emma. Ouais, donc Emma. en fait,
On peut venir frapper à la porte de chacune d'entre vous et vous allez nous aider à venir chercher les uns et les autres pour pouvoir nous aider, nous en tout cas, grand public, à trouver la bonne personne pour nous accueillir. Mais comment justement vous trouve-t-on toutes, chacune? Où est-ce que vous êtes? Comment on peut venir faire appel à vos services? On va commencer par vous, si vous voulez, Loisirs Pluriel. Oui, nous du coup, on a un numéro de téléphone avec une adresse mail. On trouve tous les contacts sur le site internet de l'association Loisirs Pluriel. Il faut les sélectionner Lorient parce que c'est un réseau national et notamment on est présent sur Quimper dans le Finistère pour les personnes qui sont sur le département d'à côté. Donc voilà, tout simplement aller sur internet et vous trouvez nos contacts et voilà, on vous répondra avec plaisir. Là vous êtes à Kévin mais c'est plus suffisant. J'y vais. S'il y a des agents immobiliers dans la salle, elle cherche un bâtiment. Vas-y. C'est vrai que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On espère vraiment pour nos futurs enfants qui vont devenir adolescents de leur trouver un centre de loisirs adapté, surtout adapté. Je vais laisser Laura finir, mais voilà. Oui, notamment sur le public adolescent. En fait, après 13 ans, on se rend compte qu'il y a peu d'offres dans le champ du loisir. Alors, il y a de l'offre pour le répit. Mais des temps de loisirs, si on veut vraiment distinguer les choses, pour les ados, il y en a peu sur le département. Et donc nous, on aimerait en effet pouvoir déployer un projet sur le territoire de Lorient Agglomération pour cette tranche d'âge-là, de se retrouver entre copains le samedi, les vacances scolaires de 13 à 18 ans. Parce que c'est vrai que souvent les espaces jeunes, en fait, ils proposent pas forcément un accueil à la journée. C'est parfois des accueils à la demi-journée avec ou sans repas, où ça nécessite une autonomie et une flexibilité d'agenda pour les familles. Donc nous, on voudrait vraiment proposer un modèle qu'on sait faire sur d'autres départements, vraiment propre au territoire de Lorient, parce qu'en fait, on a plein de familles qui partent, on s'en rend compte depuis 2012, qui partent de Loisirs Pluriel à 13 ans, et on leur dit, désolé, on ne peut plus accueillir votre enfant, essayez de vous rapprocher du pôle jeunesse de votre territoire, mais en fait, souvent, il y a peu de solutions derrière. Et donc du coup, les familles, elles sont obligées des fois de réduire un peu leur activité professionnelle. C'est des jeunes parfois qui se retrouvent avec moins de relations sociales aussi. Enfin, ça a vraiment des conséquences sur l'ensemble de la famille, sur la fratrie. Donc voilà, pour nous c'est un projet très important, les adolescents. Ce qu'on disait tout à l'heure, préserver le social, préserver la mixité, y compris quand on est ado jusqu'à 18 ans, et pourquoi pas un jour après aussi, après 18 ans, que ces lieux puissent aussi accueillir les adultes. Et ça pourrait être chouette. Gwenaëlle, du coup, vous, la porte d'entrée, c'est vraiment pour les professionnels. Alors nous on travaille avec beaucoup de professionnels sur le terrain et du coup, je dirais que la porte d'entrée pour nous trouver, c'est souvent les familles qui vont taper sur Internet assistante maternelle, enfants en situation de handicap et ils vont tomber sur nous. Après, on est sur Lorient. Aujourd'hui, on a un local rue de Merville à Lorient qui est partagé avec le pôle ressources, parce que voilà, BA2I fait partie du PRH. Et sinon, après, effectivement, dans n'importe quel relais assistante maternelle, donc une famille qui peut se diriger vers le relais. Aujourd'hui, les relais feront le lien avec le PRH et avec BA2I. Et donc, on est assez bien identifié aujourd'hui sur le département. Ouais. Et puis de votre côté, du coup, la porte d'entrée, c'est l'école, le centre des possibles, c'est le site internet aussi. Alors on va passer principalement par le site internet pour contacter le centre ressources. Donc on a aussi un numéro, un site qui est très fourni avec tout un tas de ressources. Donc bien souvent les gens vont un peu fouiller, trouver des choses et puis finalement nous contacter pour parler de situations précises. Donc pareil, on est ravis et on est ouvert. Dans toute la France, ça vient de partout et on est ravis que les choses évoluent. Alors, je rajoute aussi que sur la partie des missions d'appui, on a aussi un partenariat avec les services de l'éducation nationale et la direction du Morbihan. Donc, les conseillères pédagogiques de l'adaptation scolaire des enfants en situation de handicap, quand il y a des situations un petit peu complexes et en lien avec nos champs d'expertise, on vient en complément aussi des services d'accompagnement à domicile, donc des CESAD, qui, eux, vont intervenir sur la partie éducative et rééducative. Nous, on vient vraiment intervenir sur le versant pédagogique et font appel à nous pour de l'évaluation ou de l'accompagnement des professionnels dans les écoles. Donc, on peut aussi passer par le voie de l'inspection académique. Et votre conclusion à vous, ce qui vous tenait à cœur, c'était vraiment de rappeler que votre projet il est transposable et que c'est vraiment votre leitmotiv pour de vrai. Oui, c'est vraiment ça. On sert de base d'application pour qu'il puisse y avoir une duplication des projets sur l'ensemble du territoire. Après, on a dans nos évolutions, on est en constante évolution et en constante recherche de solutions innovantes,
puisqu'au final, dans le champ du polyhandicap et même dans d'autres champs du handicap, les unités d'enseignement externalisées purement inclusives, telles qu'on les présente, qui sont des projets en lien, en partenariat avec l'éducation nationale et médico-sociale, sont limitées à des tranches d'âge de 12 ans. Donc nos élèves en situation de polyhandicap apprennent plus lentement, avec un nombre d'heures très nettement insuffisant quand ils ont un temps de scolarisation de proposer, et en plus de ça, on limite l'âge de scolarisation. Dans les établissements spécialisés, ils peuvent aller jusqu'à 16 ans dans les unités d'enseignement comme dans la nôtre. Nous sommes rattachés, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous sommes rattachés à l'association médico-sociale de Kervian, qui gère plusieurs établissements spécialisés en lien avec des agréments de type autisme et polyhandicap. Et donc, on est devenu une unité d'enseignement d'un IME. Donc là, on peut aller conduire les enfants jusqu'à 16 ans, mais après 16 ans, tout s'arrête. Donc en fait, on va réfléchir à la création de l'après 16 ans pour que les apprentissages se poursuivent tout au long de la vie. Et que ça puisse durer, ouais. De votre côté, Gwenaëlle, vous, il y a un dossier qui vous tient à cœur, c'est de faciliter l'accès du matériel en doublon. On l'a vu par exemple avec Emma, se promener avec tout le matos, pour les parents c'est ingérable, et, sauf que du coup je crois qu'il y a un seul truc qui est remboursé. La Sécu, elle rembourse un seul exemplaire par exemple de certains matériels. Vous, c'est un peu l'objectif, c'est de pouvoir débloquer ce frein-là et de se dire... ça faciliterait peut-être la vie de tout le monde si on pouvait avoir du matériel en double, en triple et arrêter de se promener avec la moitié d'un quart, quoi. Je pense que... On a vu votre camion du coup par exemple, mais voilà, c'est du matos qui se promène en fait et c'est lourd à bouger. Oui, c'est ça. En fait, on est remboursé que l'assise là, moulée, c'est 1 par an. Et donc, nous, ça fait la navette chez Corinne, au centre des possibles, parce qu'on a le droit qu'à un remboursement par an. Voilà, donc... Je pense que ça pèse assez lourd en plus, et donc on transfère d'un endroit à un autre pour qu'Emma soit le mieux installée possible, parce que c'est son installation. Je précise que ça a le même code de remboursement, l'assise quotidienne d'Emma. Ça a le même code de remboursement, l'assise qu'elle a aujourd'hui qui est moulée, le siège auto, le siège de bain. Donc tout ça, c'est 1 par an. Donc on choisit quoi en fait, c'est soit le siège auto, soit la coque. On faire des choix, ou on autofinance. Voilà. D'accord. Bah oui, c'est ça. Donc gros dossier à faire évoluer. Il y en a plusieurs, hein, mais effectivement, je pense que ça faciliterait beaucoup si les lieux d'accueil étaient aussi mieux reconnus et mieux pris en charge comme étant vraiment un vrai lieu de socialisation et de besoin pour du matériel. Je vois, on a parfois des assistantes maternelles, puisqu'on a eu des assistantes maternelles qui accueillaient les enfants pendant 40 heures semaine. 40 heures semaine, si on n'a pas le matériel adapté, ça peut être compliqué effectivement pour l'enfant. Donc oui, aujourd'hui, on n'est pas sur effectivement du siège moulé encore, mais nous on essaie de trouver et de chercher des dispositifs qui peuvent compenser sur des petits temps d'accueil, mais dès qu'on passe à du gros temps d'accueil, il faut passer à autre chose. Et il y a un moment donné aussi où l'enfant n'a plus le choix en fait que d'avoir son dispositif adapté à lui. Et c'est une vraie manutention pour les parents de ramener tout ça. À chaque fois, il faut... et c'est vrai que si ça pouvait être mieux pris en compte, ça serait pas mal. Et il y a un autre point qui est compliqué aussi, où on se rend compte qu'il y a pas mal de ruptures aussi dans l'accompagnement, c'est le problème des transports. Ouais. C'était le sujet de la conférence précédente, justement. Les problèmes des transports, effectivement, quand aujourd'hui il peut y avoir un remboursement de transport par un taxi quand on va du domicile du parent jusqu'au service médico-social, mais par exemple, il n'y a pas de transport possible entre l'école et l'assistante maternelle. C'est pas pris en charge, donc on a des parents qui, quand les enfants sont scolarisés à temps partiel, ne prennent pas de pause déjeuner parce qu'ils n'ont pas le temps, ils doivent courir à l'école chercher leur enfant pour l'amener chez l'assistante maternelle parce que sinon un taxi ça rajoute des frais et c'est exorbitant. Donc il y a vraiment un vrai problème aussi à ce niveau-là de reconnaissance des lieux d'accueil comme étant un dispositif indispensable en fait à la vie de l'enfant et du parent. En fait, il faudrait juste ramener un peu d'humanité dans tout ça. Un autre dossier qui est commun à toutes, c'est l'administratif. On l'a compris, on en a parlé tout à l'heure. Il faut vraiment simplifier les choses. Il faut que ce soit plus facile pour vous, organisme, que vous ne perdiez pas votre temps à monter les mêmes dossiers d'année en année. Il y a des choses que vous renouvelez tous les ans, je crois. Et du coup, c'est aussi une épée Damoclès au-dessus de vous en vous disant on ne sait même pas si on va être financé, quoi. Oui, c'est un passage. On ne sait même pas si la finance va se renouveler. Nous, pour la partie centre des possibles, on est reconnu par l'éducation nationale et l'Agence régionale de santé Bretagne. Donc, sur cette partie-là, on a des fonds qui sont pérennes. Pour le centre ressources, on a des crédits non reconductibles financés donc, sur
un quart de notre budget par l'ARS Bretagne, donc ça, on est ravis de ça. Mais par contre, chaque année, on ne sait pas si on va pouvoir obtenir ce financement-là. On est obligé de pouvoir compter sur notre mobilisation interne pour remplir des dossiers de subvention, des appels à projets, pour pouvoir continuer à financer, nous, les postes, puisque ça reste au final très précaire, parce qu'on a des CDI, mais des CDI basés sur des fonds qui peuvent sont, s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Voilà. Enfin, du jour au lendemain, d'une année sur l'autre. Et qui l'autre. se renouvellent d'une année sur l'autre. Et moins de temps passé sur un dossier de subvention, c'est forcément plus de temps passé sur les projets qu'on souhaite développer. Forcément. Peut-être pour compléter, nous aussi, c'est vrai que donc on est soutenu par la CAF, le département, et Quimper les communautés et l'ensemble des communes de Lorient Agglomération. Et en fait, ce qui est compliqué pour nous, c'est tout ce qui est les conventions annuelles, en fait. Dès qu'on part sur une annualité, ça veut dire qu'en début d'année, il faut déposer un projet. Très rapidement, on arrive au bilan. Et en effet, je rejoins tout ce temps qu'on passe à faire ça. On ne le passe pas à s'occuper des enfants, à penser à des nouveaux projets. Et ça revient très souvent. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est vraiment, il faut vraiment soutenir les associations plutôt sur du pluriannuel pour nous permettre de voir plus loin et d'imaginer des projets. Il nous reste 2 minutes. Ça, c'est vraiment l'une des questions que vous avez et l'une des interpellations que vous avez pour les élus qui vont regarder cette vidéo, qui sont présents, c'est de vous faciliter un peu la vie sur ces dossiers? Alors nous, on va aller encore plus haut que les acteurs territoriaux, puisqu'on a vraiment le soutien aussi depuis le démarrage et la création de notre association sur différents plans, que ce soit de l'aide au financement pour notre démarrage, pour de l'investissement de matériel, par exemple un véhicule PMR adapté pour les sorties scolaires de nos élèves et nos déplacements pour intervenir dans les écoles. Nous, on a vraiment besoin d'un appui de leur part pour appuyer au niveau carrément de l'État, au niveau des ministères, pour avoir une reconnaissance fixe en tant que centre ressources national et donc d'avoir un financement qui puisse s'établir dans le temps. Au moins alors on demande, comme le dit Laura, au moins des conventions pluriannuelles d'engagement, mais d'engagement d'État. Et la dernière question que j'aimerais vous poser, c'était une problématique que vous aviez soulevée. On l'a soulevée du coup un peu tout à l'heure avec vous, Johanna. C'est de faciliter un peu le lien que vous avez avec les parents et rendre ce lien moins lourd. Arrêtez de sursolliciter les parents. Arrêtez de tout le temps venir les questionner sur des questions médicales, sur des dossiers précis, techniques, et de remettre le rôle du parent comme un parent classique, quoi. Mais pour ça, il faudrait que vous ayez le droit de communiquer entre vous, avec les professionnels. Ça, c'est vraiment un dossier sur lequel vous aimeriez qu'on travaille et que ce dossier évolue. En Gonel, tout cas, de faire en sorte que les dossiers puissent circuler, de pouvoir lever quelques freins du secret médical, des choses comme ça. Nous, on trouve que c'est hyper important parce qu'on est parfois au tout début de la vie de l'enfant et du coup de cette vie familiale aussi qui a été bouleversée par l'annonce du handicap. Chacun va à son rythme et certains parents, en fait, il est difficile de leur demander de devenir le soignant et d'enseigner à son assistante maternelle les gestes de soins qui peuvent faire en sorte que l'enfant va rester en vie si jamais il a une difficulté à la maison, sur le lieu d'accueil. Donc je trouve que c'est pas le rôle du parent que de former un autre professionnel, surtout que parfois ils ont eu aussi très peu de formation ou d'information. C'est leur donner entre soigner son enfant et devenir formateur pour la personne qui va garder son enfant sur le soin, il y a une marge, il y a un gouffre même. Donc oui, moi je trouve que c'est important aussi à un moment donné que la société prenne aussi ses responsabilités sur une meilleure formation des professionnels. Aujourd'hui, il y a cette fameuse loi de 2005 qui dit que les enfants en situation de handicap ou les personnes en situation de handicap doivent avoir accès à tout, notamment les lieux d'accueil. Il faut que les formations elles suivent derrière pour que ça soit en cohérence. Aujourd'hui, nous, on est sur quelque chose d'assez compliqué. Une assistante maternelle va être formée sur sa formation initiale sur du 0-6 ans, sauf qu'elle est agréée sur du 0-18. Comment elle fait pour accompagner un enfant qui a 12 ans alors qu'on ne le voit même pas en formation initiale? Donc c'est des choses effectivement qui demandent à être évoluées, à être prises en compte, mais pareil, pas à nos niveaux associatifs. Il faut qu'il y ait une réelle volonté politique, publique et des responsables. Voilà. Oui, moi j'apporterais juste une nuance, c'est-à-dire que c'est indispensable de fluidifier la transmission des informations sur un même dossier et de faire davantage de liens avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient associatifs, de l'éducation ou du médico-social. Après, je martèlerais qu'il faut qu'il puisse y avoir une véritable considération
du parent et de la famille en tant que partenaire premier. Bien sûr. Puisque pour avoir accompagné différentes situations et même mon propre vécu, quand on tombe dans ce nouveau monde qu'est le handicap, on a vite l'impression d'être dépossédé d'une partie de ses droits parentaux. C'est-à-dire qu'on va décider à notre place parce que le milieu spécialisé va être le milieu des sachants, ceux qui vont pouvoir avoir les bonnes décisions, les bonnes expertises, sans forcément consulter la famille. Et lorsqu'on s'oppose un petit peu ou qu'on questionne un petit peu trop, on se retrouve un petit peu... un petit peu bousculé. Et donc voilà, c'est important de faire du lien, c'est important de pouvoir nous en tant que parents se savoir porter et accompagner, mais pas oublier. Donc on fluidifie, mais on garde cette intégration. Eh bien merci à toutes les 6 pour vos éclairages, pour votre témoignage. Et puis pour finir, on a 4 petites photos, on va rendre concret tout ça. Alors clairement, on a explosé le compteur, donc je vous laisse en 10 secondes nous commenter les photos. Je crois qu'on commence avec Malo, parce que tout ce qu'on vient de raconter, ça existe concrètement avec des photos de gamins. Et on a Malo. Malo, c'est qui ? Oui, alors Malo, c'est mon fils. En quelques mots sur son projet d'inclusion, parce qu'il va conclure aussi l'accompagnement, puisqu'il a eu à la fois un accompagnement chez une assistante maternelle qui ensuite a rejoint, parce que ça n'existait pas encore à l'époque, le réseau Bouchou et donc BA2I. Ouais. Avec cet accompagnement-là, il a ensuite après eu une tentative d'accueil en multi-accueil, puisqu'on voulait préparer son arrivée à l'école et donc on voulait qu'il y ait une confrontation à la collectivité. Ouais. Première confrontation à l'exclusion, puisqu'on ne nous prenait notre fils que s'il y avait un professionnel d'accompagnement à ses côtés. Sur 100% de son temps, il n'y avait qu'une seule professionnelle sur la commune pour gérer tous les enfants en situation de handicap. Donc on nous proposait des créneaux tout petits qui ne correspondaient pas du tout à nos capacités, nous, de disponibilité par rapport à notre travail. Donc, on se rend bien compte aussi, on ne l'a pas dit, mais ou un petit peu, c'est aussi très souvent la force d'une individualité, des rencontres. On se rend bien compte que le système, il est là, mais sans les belles rencontres et l'engagement de certaines personnes au niveau individuel, ça ne marche pas. Donc, j'acquiesce pour Corinne et pour le centre des possibles. Et donc là, ensuite, il y a eu une inclusion scolaire. Là, c'est pareil, on a dû un petit peu batailler parce qu'on nous disait que Malo n'était pas en capacité de pouvoir suivre un parcours scolaire en maternelle d'une demi-journée par semaine. Tous les matins, on nous parlait de demi-matinée. Donc on a aussi insisté. Ça fait court. Ça fait court. Et donc après, on a dû recruter nous-mêmes des AESH proposés à l'Éducation nationale parce qu'ils les faisaient venir dans la classe, ils regardaient Malo, ils repartaient. Donc on a dû recruter et proposer à l'Éducation nationale des profils d'AESH qui, elles, étaient partantes, et donc faire une recherche par nous-mêmes, les former par nous-mêmes, pour avoir un projet où Malo a pu arriver à avoir 24 heures de temps d'inclusion scolaire dans son niveau et dans sa classe d'âge. Ensuite, il a quitté le système d'inclusion pour arriver chez nous, et ensuite il a pu retrouver ses copains en CM2. Ok, bon, parcours du combattant quand même quand on sait de quoi on parle comme vous. On a Gabin après. L'histoire de Gabin, ça va être la même chose, c'est juste qu'il va arriver dans une double scolarisation maintenant. Il vit un projet dans son école de proximité, dans un niveau de CE1, et donc il suit ses copains aussi. Et là, c'est véritablement le travail partenarial entre son travail qui est fait au Centre des Possibles et en classe de CE1 auprès de ses camarades, auprès desquels il apprend énormément et développe ses compétences, avec un accompagnement de l'équipe du Centre Ressources aussi pour faciliter, apporter des outils et sensibiliser ses camarades. Voir la relation entre Gabin et ses copains, c'est vraiment ce qui montre qu'on a de l'utilité et qu'on a réussi. Ce sera le prochain reportage que vous tournerez. Après Gabin, on a je vais pas dire de bêtises, Ohana. Alors Ohana, c'est une petite louloute qui est accueillie chez une assistante maternelle d'Henbon, en MAM. Ohana, la première fois que je l'ai rencontrée avec sa maman, elle devait avoir 6 mois. La maman voulait absolument partir sur un projet d'accueil chez une ASMAT, et puis en discutant avec elle, elle a fait rétro-planning parce que elle n'était pas prête. C'est la maman qui n'était pas prête. Ouais. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle avait rencontré une assistante maternelle et l'ASMAT lui a dit, Linda lui a dit, tu prends ton temps. Si tu es prête dans 6 mois, je suis là. Si tu es prête dans 1 an, je suis là. Si tu es prête dans 2 ans, je suis là. 2 ans après, elle était prête. Donc Ohana a été accueillie chez Linda. Et aujourd'hui, la demoiselle, elle a 5 ans et elle commence un tout petit peu l'école et ça se passe très bien. D'accord. Et dernière photo. Kinan, oui, qui est accompagné du coup à Loisirs Pluriel du Pays de Lorient.
Et c'était pour notamment parler du partenariat avec, notamment, là c'était via le PRH, mais il était accompagné en centre de loisirs ordinaire, là il est accueilli à Loisirs Pluriel, et il est juste hyper content de venir les mercredis, les vacances scolaires, jouer avec ses copains. Et Kylian, il adore le foot notamment, et les jeux de ballon. C'est étonnant ça quand même. C'est un ça. garçon Et qui aime donc le du foot, coup, c'est voilà, fou. en tout cas, Kylian de venir à Loisirs Pluriel, c'est un super moment pour lui, et ça vient en complément aussi des temps de scolarisation notamment qu'il a en IME. Et voilà, c'était notamment pour parler du partenariat avec les collègues. Eh bien, merci pour ces portraits, merci à vous encore une fois pour vos témoignages, vos éclairages, et puis on sait maintenant où trouver vos structures. À bientôt. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve pour les prochaines conférences à 14h.